Arsène, il est arrivé, mais il a changé à 200% tout, quoi. Parce que bon, à table, il y avait du vin, par exemple, et il pouvait y avoir une bière ou un truc comme ça après les matchs. Et quand Arsène est arrivé, il a enlevé tout ça. Il a tout enlevé, il a tout supprimé, quoi. Et à l'arrivée, bon, tu pouvais pas manger ce que tu voulais, même un bonbon, il t'incendiait, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre cycle consacré à Luc Sonor, la légende de l'AS Monaco et du FC Metz. On va parler du grand match contre le FC Barcelone, un match légendaire, et on va bien sûr parler de l'épopée de Monaco en Coupe des Coupes, de l'équipe de France, ses relations parfois un peu compliquées avec Michel Platini, et de plein de choses avec quelques anecdotes sublimes. C'est parti. Ce qui est incroyable dans ta carrière, au final, c'est que tu as fait confiance à plein de gens. Ouais, À chaque fois, une confiance aveugle, au final. Tu fais confiance à Monsieur Charlot, que tu connais pas du tout. Ça aurait pu être un trafiquant d'enfants, honnêtement. C'est-à-dire, tu as eu une chance incroyable. Tu fais confiance à Molinari, tu fais confiance à Wenger. À chaque fois, tu as fait confiance et tu dois avoir quand même une bonne étoile, puisqu'à chaque fois, la confiance que tu leur as accordée, bah, tu as été récompensé de cette confiance. totalement, totalement. Et Arsène Wenger, je lui dois énormément. Énormément également, de par le fait qu'il a tenu parole, mais surtout, il m'a énormément aidé sur le plan footballistique aussi, parce que bon, il y avait un monstre qui jouait à gauche qui s'appelait Emmanuel Amoros. C'est évident, quoi, hein. Et moi, j'ai joué Ouais. à droite et je voulais faire comme Manu, mais j'avais pas les qualités de Manu, moi, hein, au départ, hein. Et Arsène, il m'a fait tellement travailler, tellement évoluer à ce niveau-là que voilà, je lui dois tout. Quand il me disait, bon, Luc, aujourd'hui, je vais te faire jouer défenseur central parce que pour une seule raison, je dois faire jouer un autre latéral. Pour un défenseur central, tu es défensif, donc tu dois rentrer dans l'art de l'avancante. Je peux faire ça, tu vois. Mais je l'écoutais. Je l'écoutais. C'est pas tous les entraîneurs qui m'ont fait faire ça. Après avoir beaucoup bougé à Metz, j'en avais un petit peu marre de bouger. Après, je voulais me fixer un poste. Et Arsène Wenger a été celui qui m'a véritablement montré mon poste et qui m'a permis d'être international. Alors, avant de parler de Monaco, j'aimerais, si tu nous le permets, revenir sur ce match, sûrement le plus grand match de l'histoire du FC Metz, en tout cas en Coupe d'Europe. C'est ce match, même quand on y repense, je pense que les nouvelles générations ont du mal à imaginer quand même. C'est-à-dire vous jouez donc vous gagnez la Coupe de France en 84 et ensuite 84-85. Vous jouez ce premier tour de Coupe d'Europe des, clubs vainqueurs de coupe, qui n'existe évidemment plus maintenant. Vous perdez 4-2 à domicile, assez logiquement au final, hein, contre Barcelone. Raconte-nous déjà comment se passe le match aller, que tu dois normalement pas jouer, et ensuite ce match retour que vous prenez vraiment à la cool. Ben, le match aller, c'est passé plusieurs choses. Et je m'en rappelle très très bien parce que on avait fait un stage précédemment. On était en stage côté de Colmar, en fait, dans le coin là-bas, en forêt noire. Et on avait fait un match amical où je me pète les adducteurs, en fait. On n'avait pas encore fait le tirage, on savait pas encore. Et je me dis, putain, ça va être long, ça va être compliqué et tout ça. Et quelques temps après, on regarde le tirage tous ensemble. Waouh! On tombe sur Barcelone. Et là, j'ai encore ce truc-là du coach qui vient me voir et qui me dit, Luc, écoute-moi bien. Quel que soit ce que tu auras, quelle que soit la douleur que tu auras, il est hors de question que tu rates ce moment-là. Barcelone. Et je dis, ouais, mais coach, je suis pété, hein. C'est quand même grave. C'est au niveau pratiquement d'un tendon au niveau de la victoire. C'est pas. Il dit, non, non, non. Mon fils, tu vas jouer. Comme vous voulez, vous verrez. Moi, je me voyais pas jouer contre Barcelone diminuer, hein, déjà, hein. C'est Carrasco, je crois, qui était à droite et Stoichkov, de l'autre côté. Et il me dit, non, non, j'ai besoin de toi. Toi, il y a Claude Lovitz qui est là. Il y a Baraja. Mais toi, je vais te faire jouer aussi. Ouais, tu dois jouer. OK, on verra. Pour nous, c'était un moment de fête quand on a eu le tirage. On était en sautait de joie, on était heureux, on disait, ouais, on va jouer contre Barcelone, on aura le maillot de Barcelone. Voilà comment on était, hein, comme des enfants, hein. Jamais on s'imaginait faire quoi que ce soit. Et là, c'est encore plus terrible pour moi. Donc, je joue finalement avec un bandage au niveau de la cuisse.
et je marque contre mon camp. Donc à ce moment-là, je me dis, putain, j'aurais dû rester comme un con, jouer Alors, et faire le coup. ouais, Il y l'horreur. a, le stade est plein, à craquer. Et qu'est-ce qu'il me prend? Je fais une passe en retrait. Michel, il est pris à contre-pied. Michel étant. Et 1-0 pour Barcelone. Vous imaginez un peu? On a la chance de jouer contre un club pareil. Et qu'est-ce qui m'arrive? Je marque contre mon camp devant tout le public messin. Qui ne m'en a pas vendu. Par contre, c'est ça où je les remercie. Ce public, c'est qu'ils m'en ont pas vendu. Ils ont même applaudi mon nom et tout. Alors, je sais pas si c'était ironique, hein. Mais en tout cas, ils m'ont donné l'impression qu'ils me... Voilà, on termine là-dessus. On perd 4-2. On passe toute la semaine où j'ai très très mal encore. Et là encore, le coach me dit, même si tu dois jouer qu'une mi-temps, tu vas la jouer. Et je dis, coach, déjà, je marque contre mon camp, c'est pas grave, hein, je vais pas jouer le match retour. En tout cas, je vais pas jouer diminué parce que je vais pas avoir de problème. Et finalement, bon, je vais pas, mais on était en vacances, hein. Faut pas croire qu'on était, non, 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 pas concentré. Enfin, on allait jouer un match, mais on est Ouais. parti là. Ah, on est parti tranquille, en touriste, hein. Moi, je me rappelle, dans mon hôtel, il y avait Yannick Noah qui était là avec Henri Lecomte, qui faisait le match Barcelone. Je passais mon temps avec eux, dans les salons. C'était génial. On jouait Ouais. aux cartes, on se détendait, d'autres partaient faire des courses. Enfin, voilà, on était dans un état d'esprit extraordinaire où on n'avait pas peur, en fait. On a perdu que 4-2 à la maison contre Barcelone, le grand Barcelone, avec Monsieur Schuster qui nous avait promis un jambon et tout ça. Ouais, alors raconte cette histoire de jambon parce que j'ai vu des anecdotes un peu contradictoires. Et alors, il y a une anecdote selon laquelle il a dit qu'il vous donnerait un jambon si vous les éliminez, ou alors qu'ils allaient donner un jambon à Michel Etor pour le remercier de tous les cadeaux qu'il avait fait au match aller. C'est quoi exactement la citation des jambons? Non, c'est la première. C'est si cette équipe-là nous élimine, je leur offre un jambon. D'accord. Grosse motivation du coup. Non, même pas. Ça nous a. Faut pas croire qu'on a dit ouais ouais le jambon, on va voir. Non 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 non, pas du Non, tout. j'imagine, ouais. On savait bien qu'on n'avait pas le talent ni les qualités de ces gens-là. Même si on avait un Jean-Paul Bernat de tout feu, un Berger de tout feu, Tony Kurbos c'était un feu aussi, Phil Bocandé. Ah, 2 attaquants de fou quand même, hein, Bocandé et Kurbos. Kurbos, c'était le JPP, de l'époque, quoi. C'était un sacré buteur. Tony Kurbos. On était ensemble il y a une semaine. Mais bon. Mais en tout cas, jamais on a été stressé ou sincèrement, hein. Quand on est arrivé à Barcelone, il a dit le coach, il a dit quartier libre. D'accord, Que la veille du match, on a fait une mise en place et basta. On n'en a plus d'accord. reparlé. On a passé notre moment comme ça et puis là, au match retour, il y en a un qui marque contre son camp aussi, Migueli, je crois. Il marque contre son camp aussi, donc ça fait un partout. Et pour nous, derrière, après, bon, les deux là, ils étaient en feu, les deux petits là. Et moi, c'est puis Jules Bocandé qui, oh là là, quel travail il a fait aussi. Fantastique. Donc, ça va rester à vie. Dernièrement, j'étais à Metz, on a fêté l'anniversaire de la qualification contre Barcelone. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, les gens soient aussi heureux de nous voir parce qu'on a battu Barcelone. C'est incroyable. Moi, sincèrement, ça m'a épaté. Voilà un événement qui n'est pas prêt d'arriver. C'est parce que voilà, mais c'est un club qui n'a pas toujours des moments comme ça à vivre. Donc, je fais partie. Moi, je dis souvent, hein, je répète ça à mon fils et souvent mes copains médecins quand on s'appelle. Je dis, les gars, de toutes les façons, toutes les histoires de Metz, je suis dedans. La Gambardella, la Coupe de France, Barcelone, je suis là. À chaque fois, j'étais là et je suis fier pour ce club. Vraiment Ouais. fier. Voilà, c'est un club que j'aime beaucoup. Apparemment, alors je sais plus si c'est Schuster ou, Archibald dit: «C'est une bonne équipe, une bonne petite équipe de Charlot». Apparemment dans le c'est incroyable quand même, Ça, le manque de respect. c'est ce qu'il fait. Mais bon, mais comprenez aussi les mecs. On arrive là, on est dit Charlot, c'est vrai, on est personne, nous, Metz. À part la Coupe de France qu'on avait gagnée, mais on avait battu Monaco quand même, donc c'était important. Autrement, on est personne. Moi, je comprends, hein, ces gars-là, franchement, je leur en veux pas, hein. D'ailleurs, Archibald, j'ai échangé son maillot, c'est moi qui ai son maillot. On avait Ouais, échangé ensemble à la fin, mais en attendant, il peut parler comme il veut, mais on l'a éliminé, hein. ouais. Bush, à un moment donné, il a été obligé de la fermer, hein. On a failli l'avoir aussi, hein. Mais bon. Et Schuster apparemment refuse d'échanger son maillot tellement il est vénère à la fin du match? Ah, il était colère, hein. Il était colère, même pour lui serrer la main, on n'a pas pu.
C'est vrai, à ce Et point-là, waouh. fâché. Ben oui, mais quand tu ouvres ta bouche et que tu dis oui, je vais offrir ci, je vais faire ça parce que tu penses que tu es supérieur. Et dans le football, malheureusement, il y a toujours des surprises, hein, et nous, on l'a créé. Donc après, il faut assumer, hein. Quand je signe à Monaco, on tombe à un moment donné, on tombe en Ligue des Champions, on tombe sur Barcelone. On arrive à Barcelone, on avait des stars hein, chez nous. Il y avait Chico, enfin, il y avait des joueurs de renommée. Hein. On arrive à Barcelone et tous les journalistes ils viennent vers moi. Je dis, putain, avec tous les stars qu'on a dans notre équipe là. Et en fait, c'était pour me parler encore de match Metz-Barcelone. Waouh. Vous Ah, donc pensez que vous même, allez... même, même eux l'ont pas oublié. Ouais. Ouais, ouais. Ils ont dit, ouais, vous croyez que vous allez réussir la même chose? Je dis, non, 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 je suis pas venu pour ça. C'est fou ça, hein. Ils ont rien compris, Monaco. Ils ont dit tout le monde allait sur moi. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait? La star à Barcelone. Et alors, dernière anecdote sur ce match un peu dingue, c'est que Barcelone marque, ensuite, je crois, contre leur camp, du coup, qui vous donne un peu espoir. Mais je crois qu'avant de rentrer au vestiaire, il y a une baston entre toi et Bocandé parce que je crois il rate une occasion et puis vous vous gueulez dessus. C'était la première fois que Jules et moi, parce que Jules, c'était mon frère, hein, paix en son âme. Paix à Ça a son âme, ouais. toujours été mon frère, mon grand frère, que j'aime profondément. C'est la première fois, c'était la seule et dernière fois que ça nous arrivait tous les deux. Parce que j'étais vraiment fâché de ce qu'il avait fait Jules, parce que c'était une situation où vraiment il a eu tort. Parce que il y avait une possibilité de me la donner, c'est vrai, mais il n'y avait pas que moi, en fait. Il y avait aussi la possibilité qu'il la donne, je vais pas savoir, hein, de mémoire, c'est Jean-Paul Bernat, je crois, qui était super bien placé aussi. Et ça nous permettait, dès la mi-temps, d'être serein, quoi. Et Gilles, il a voulu la jouer perso. Et comme il n'y avait pas grand monde hein, qui pouvait dire grand-chose à Jules, hein, dans le vestiaire, attention, c'était le Ouais. boss. Hein. Mais comme j'étais son pote, vraiment son frère et tout, je me suis permis. Et effectivement, j'ai été fâché et je l'ai engueulé. D'ailleurs, on a rigolé après, le lendemain, il m'a dit, Luc, qu'est-ce qui nous arrive? Écoute, voilà, hein. Mais ça n'a pas été plus loin. Mais c'est marrant parce que t'es qui le raconte ça, ça a marqué beaucoup de monde. Parce qu'on était tellement bien ensemble tous les deux que personne ne pouvait imaginer que ça puisse nous arriver. Ben si. Et des fois, c'est encore plus avec les amis que ça arrive. Comme ça. Mais bon, c'est ton anecdote. Mais où tu prends tout ça, toi? Ah, je fais mes recherches, hein. Je fais mes recherches. Ouais, ouais, ah bah, respect pour nos invités, hein. On n'est pas des journalistes, hein, on est des fans, donc on a un énorme respect pour les joueurs et donc c'est un peu notre façon de témoigner notre respect. Alors, c'est la façon dont Michel fait. Moi, je prépare jamais rien et je suis Ouais, plutôt à bon, l'instinct. Guillaume est un branleur, mais bon, ça c'est autre Non, chose. non, 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 c'est pas vrai. Je préfère l'instinctif. Je préfère une stratégie assez Bah, pousse c'est plutôt que d'être un petit l'inverse de peu. sa position quand il jouait au foot, Guillaume. Il était Ouais, pas du ouais, tout c'est exactement instinctif. ça. C'était monsieur Ouais. zéro ballon. Je sais que beaucoup parlent de tes podcasts, hein. Il y en a beaucoup qui en parlent. Hein. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, presque les gens, ils attendent presque que tu les appelles. Ouais. Hein. Alors ça, c'est la nouvelle Une nouvelle. de Et quand mon fils, il a vu que tu m'avais appelé une ou deux fois déjà, et mon fils, il m'a dit, papa, oh, ne dis pas que tu vas pas faire ça. J'ai dit, je sais pas, je connais pas Gilles. Il me dit, hey, tu vas le faire. Tu le rappelles, le monsieur, tu le rappelles, tu vas le faire. ah bah, voilà. Bah, écoute, merci Philippe, hein. Merci Mm. Philippe d'avoir, aidé papa à venir sur le podcast. Et bah, écoute, on va prendre tous les numéros que tu vas bien vouloir nous donner, hein, avec grand plaisir. Écoute, s'il y a des groupes qui te viennent et que tu as pas les numéros, n'hésite pas à m'appeler. Bah, écoute, avec grand plaisir. C'est sympa ce que vous faites. Ah bah, c'est sympa Luc, alors là, ça nous Merci. fait Ça vachement me va plaisir. droit au cœur. Droit au cœur. Ouais. Alors on va continuer parce que là, on a terminé avec Metz. On va pas parler de Dresde, hein, puisque c'est le tour d'après. Malheureusement, Moins bien. ça se passe pas terrible. Tu arrives à Monaco dans une équipe, vraiment une dream team, hein. Quand on voit l'équipe de Monaco de cette époque-là, c'est une équipe qui a tout, qui a des techniciens. Non, il lui manque un public. Et ça, on reviendra un peu sur le Ouais, public. ça Mais c'est vrai. Mais non. bah, justement, on et c'est une question peut-être juste sur le public. Justement, on a eu beaucoup de personnes de Monaco et il y a une sorte de différentes vues. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui, comme toi, disent: «Mais non, le public, il était là, il était peut-être pas complètement nombreux, mais on occulte le problème».
et d'autres, par exemple Christian Pérez, pour qui c'était un vrai sujet de pas avoir un public, fourni et large. Toi, comment tu l'as vécu, ce public très particulier à Louis II? Vous avez eu Christian Pérez, Kiki Pérez? Oui? Ah bon? Ouais, ouais, J'ai ouais, jamais ouais. vu à l'équipe de France, il y était aussi à Wembley. Ah ouais? Ah, c'est marrant. Il en a pas, ça lui a laissé un moins bon souvenir. Le public, quand tu signes à Monaco, en fait, c'est après coup, hein, que je peux le dire après avoir fait mes 10 années. Quand on rentrait sur le terrain, on s'en foutait qu'il y ait du public ou pas, parce que nous, on jouait pour la famille princière. Et en fait, notre premier réflexe quand on rentrait sur le terrain, c'était de regarder s'ils étaient là. Et Ah, ces gens-là ne font pas un match. Tu vois? Il y avait le Prince Régnier à l'époque, hein. Donc, ils rataient pas un match. Ils étaient toujours là. Donc, on jouait pour eux. Donc, on faisait abstraction de qui est du public ou pas, quoi. Nous, on savait juste une chose, c'est qu'on était fiers d'être monégasques, de porter le maillot monégasque. On en était vraiment fiers. Tous les mecs qui ont joué à Monaco te le diront. Parce que bon, c'est quand même un privilège incroyable, quoi. C'est pour ça que moi, j'ai jamais fait, je me suis jamais dit, ah, il n'y a pas de public, c'est chiant. Non, non, non. Non, non. Pour moi, dès que la famille princière était satisfaite, on lui apportait du bonheur avec les matchs que l'on faisait. On avait des stars. Vous savez, si vraiment c'était un problème le public, on n'aurait pas eu des stars qu'on a eu à mmh, Monaco, hein. Je pense que les mecs seraient partis ailleurs. Il y a un mec, juste une chose, hein, un mec qui s'appelle Rui Barros, Mmh. Rui Barros qui est toujours mon ami. Ben oui, il venait de l'Italie. Il venait de la Juventus, avec un stade blindé tout le temps et tout ça. Il signe chez nous. Quand il arrive, je lui pose une question. Je lui dis, mais dis-moi, oui, ça va te faire bizarre, là. Tu sors de la Juventus et tu arrives ici, la Juventus est tout le temps pleine, tu arrives ici. Bah. Et il m'a dit, Luc, tu peux pas savoir le bien que ça me fait d'avoir un public comme Monaco, parce qu'il m'a dit, au moins, ceux qui sont là sont ceux qui nous aiment, tu vois. bien sûr. Donc, c'est pour ça que je fais pas attention. D'accord. Pour rappeler aux auditeurs un petit peu les joueurs qui sont, dans cette équipe, de Monaco, en tout cas ta 1re année, tu as donc évidemment tonton, Jean-Luc Ettori dans les buts, Manuel Amoros, Soren Busk, Soren Lorby, donc c'est un peu les 2 Danois, Dominique Bijotta, Claude Puel, Daniel Bravo, Marcel Dib, Jean-Marc Ferrage, Bruno Bellone. Donc vraiment un mix de joueurs explosifs, à l'avant et de bonnes brutasses, à Mmh. l'arrière. Et donc Wenger apporte, tu disais, un énorme sérieux, un Ah vrai ouais. professionnalisme, à tous les niveaux. Et il a changé complètement tout ce qui se passait au club. C'est-à-dire qu'avant ça, avec Stéphane Kovac, je me rappelle, on mangeait n'importe quoi. Il était capable de nous laisser manger un couscous le jour du match. Alors je crois, Luc, c'est que comme il confondait un peu les intendants et les restaurateurs et tout ça, il a dû prendre un joueur qui faisait la cuisine. Le mec, il a pas fait gaffe et: C'est «Ah ça. bah, ouais, bah, je fais la Ouais, cuisine, mais désolé». Bruno Bellone, qu'est-ce que tu fais derrière les fourneaux? Ouais, ça doit être, Ah, mais il était grave, hein, Stéphane Kovac. Ah, il respectait tous les internationaux, tous ceux qui étaient les plus grands, il les respectait. Nous, on n'était rien du tout. Nous. Arsène, il est arrivé, mais il a changé à 200% tout, quoi. Parce que bon, à table, on avait du vin, il y avait du vin, par exemple. Et il pouvait y avoir une bière ou un truc comme ça après les matchs. Et quand Arsène est arrivé, il a enlevé tout ça. Il a tout enlevé, il a tout supprimé, quoi. Et à l'arrivée, bon, il y en a eu qui ont eu quelques surprises. Mais c'était ça, il était obligé de faire ça. Parce que lui, quand il est arrivé au club, on lui a dit, nous, ce qu'on veut, c'est le titre, hein. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas eu, donc il voulait le titre. Et c'est pour ça que c'est magnifique ce qu'il a fait, Arsène. Le travail qu'il a fait, il a nettoyé tout. Par contre, c'est pas facile, hein, avec lui, hein, parce que bon, tu pouvais pas manger ce que tu voulais, même un bonbon, il t'incendiait, quoi. Il te mais rendait- alors, je me mets à la place des joueurs qui sont des joueurs confirmés comme un Bruno Bellone qui a déjà joué quand même 2 coupes du monde, qui a été international, qui est Jean-Luc plus Ettori, hein. proche, Jean-Luc Ettori qui est plus proche de la fin de carrière que du début. Tu vois un mec arriver qui vient de Nancy, qui t'impose des trucs drastiques comme ça. Comment est-ce qu'il a réussi à imposer ses méthodes? Mais avec Bellone, ça s'est pas très, très bien passé, hein. D'accord. Ça s'est pas très bien passé, justement, parce que, bon, Bruno, c'est vrai qu'il acceptait pas trop, ce genre ce management, en fait. Il n'était pas très d'accord. Il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas au début, mais qui l'ont été après. Par exemple, les Anglais. Allez dire à un Anglais, ouais, tu Ouais. dois pas boire de bière, tu dois pas faire ça. Et lui, il a réussi à le faire. Parce que, pourquoi? Parce il nous a prouvé qu'on pouvait gagner sans ça.
surtout, c'est qu'il a fallu qu'il fasse ses preuves et qu'il montre que c'est un gars qui est, pas oublier qu'Arsène, quand il arrive chez nous, il jouait la descente à Nancy, quoi. Ouais, c'est ça. Et il arrive à Monaco, on lui demande de tout reconstruire. Mais il a super bien fait, avec un apport important de notre part aussi, parce on l'a beaucoup aidé à cela. Il n'empêche que, voilà, quoi, c'était pas évident, c'était pas facile pour lui. Mais et je trouve qu'il a très, très bien fait les choses en prenant bien les gens à part, leur parlant, leur expliquant un petit peu sa philosophie. Et ça s'est très bien passé. Alors après, avec les cadors du club, Manu Amoros, Bellon, tout ça a été plus compliqué pour eux parce que eux, c'était les stars du Ouais, club et les intouchables. Mais bon, ça a été compliqué parce que le Bruno Bellon, ça a été compliqué pour lui parce que Arsène Wenger a ramené Youssouf Fofana. ouais. Voilà, c'est le diamant de l'Afrique. C'était la star, le boss, c'était Sacré, tout. quel joueur spectaculaire. Il mettait de ses buts, Youssouf. Ah. Et à l'arrivée, bon voilà, à l'arrivée, il a pris la place de Bruno Bellone. Et Bruno a dû partir. Moi, ça m'a fait mal au cœur, mais malheureusement, bon, ça a été ça. Ça a été le chantier qu'a fait Arsène Wenger. On aurait trouvé ça magnifique. Et il a réussi parce on a été champion, on a fait finale de Coupe d'Europe. Voilà, on peut pas lui reprocher grand-chose par rapport à Ouais. ça, quoi. Vous aviez une équipe, hyper forte, hyper compétitive, bien orchestrée. Pourtant, au final, c'est malheureusement c'est déjà très bien, hein, mais c'est une coupe de France, un championnat et une finale, mais c'est vous auriez pu dominer ou ultra dominer le championnat. Qu'est-ce qui explique ce dernier petit passage pour être l'équipe des années, fin des années 90? Ah bon, c'est vrai qu'on avait un bel effectif, c'est vrai qu'on avait une bonne équipe, mais il y avait d'autres équipes à côté qui étaient quand même costauds, hein. Tu prends l'équipe de Marseille, il y avait quand même du beau monde. Marseille, Bordeaux aussi. Donc, sauf que moi, je trouve que les séries qu'on a fait, ça a plutôt bien réussi. Alors, on gagne pas la Coupe d'Europe parce que, alors, c'est pas une excuse, évidemment, j'aime pas trop le dire parce que les gens pensent que, ouais, c'est une excuse, machin, et tout ça, mais c'est juste que rappelez-vous la Coupe d'Europe, l'accident qui s'est fait à Furiani. Ouais, vous jouez 3 jours après, ouais. C'est dingue que la finale ait pas été reportée. Ah oui, t'as le prince-saunier qui arrive et qui dit, bon, voilà, les gars, on va repousser, on va pas jouer avec le drame qui vient de se faire. Et qu'à l'arrivée, il dit non, 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 vous allez continuer, vous allez jouer la finale. Et on n'a pas la tête à ça. On n'est Ouais. pas du tout dedans. Alors, ce ne sont pas des excuses, encore une fois, hein. Mmh. Bah, franchement, c'est une excuse. Enfin, moi, je trouve que c'est dingue que la FIFA n'ait pas reporté le match. Vous, c'est les images, pour ceux qui l'ont vécu, c'était atroce. Le journal télévisé où tu voyais des gens, agoniser en direct et vous voyez, forcément ces images, vous C'est inhumain. Donc, on ne pouvait pas jouer. On ne pouvait pas jouer dans des conditions pareilles. Donc, pour moi, la réussite de Monaco, elle est belle. Mmh. Après, il y a des fois, on a terminé deuxième. Voilà, où on avait pourtant le potentiel pour. Mais bon. Je suis pas, franchement, je trouve que c'est une très, très belle période. Très, très belle période. Et merci, M. Wenger. comment est-ce que Campora, puisque j'imagine c'est lui qui prend la décision, comment il arrive à voir le potentiel de Wenger à ce moment-là? Parce que ce que tu racontes, j'avoue que j'y avais jamais pensé. Mais il impose un mec qui est plus ou moins, qui a pas vraiment fait ses preuves en tout cas. C'est vraiment du potentiel, Wenger et il arrive, il lui donne les pleins pouvoirs. Il lui donne carte blanche, il l'impose après Stevan Kovacs qui était quand même une star à l'Ajax, ancien sélectionneur français. Il met cet inconnu qui est encore assez jeune, il lui donne carte blanche, il lui dit même: «Écoute, tu vas nettoyer le vestiaire, il y a pas de problème, les internationaux confirmés, tu peux les virer». À ton avis, qu'est-ce qu'il voit en Wenger? Je crois qu'il avait rencontré plusieurs fois Arsène déjà. Il s'était vu plusieurs fois. Et ce qu'il a aimé chez lui, il cherchait quelqu'un de sage. Il cherchait un sage, en fait. Et D'accord, Arsène, c'est un sage. Il cherchait quelqu'un qui avait la faculté à pouvoir gérer les choses sans excitation, sans se prendre la tête. Quelqu'un qui est un petit peu à l'image de Monaco. Monaco, c'est propre, c'est nickel, c'est sage. Et c'était Arsène Wenger. Arsène Wenger, t'as jamais entendu une histoire sur lui, t'as jamais entendu quoi que ce soit. Donc à Monaco, on aimait bien ça, les gens qui avaient une image saine. Et il cherchait ça chez Arsène. Il cherchait ça pour son club aussi, parce qu'il y avait certains garçons qui méritaient d'avoir certainement d'être un petit peu serrés. Et Arsène savait faire tout ça.
Et je pense qu'ils se sont vus pendant un an, hein, sans arrêt. Hein. Il m'a raconté ça, Arsène. Ils n'ont pas arrêté de communiquer, de voir un petit peu, de connaître vraiment le personnage Arsène Wenger. Et il s'est pas trompé, hein. Il s'est pas trompé. Il a trouvé la bonne personne parce qu'on avait quelques énergies humaines dans l'équipe, pas facile, hein. Même dans la vie de tous les jours, hein. Moi, le premier, hein. C'est pas évident. C'était pas facile du tout. C'est quoi tes meilleurs moments avec Arsène Wenger? C'est quand un jour il vient me voir et il me dit, Luc, écoute, l'année prochaine, tu vas jouer arrière gauche. La première année, il était là. Tu vas prendre le poste de latéral gauche parce que Manu Amoroso va partir. Moi, je le regarde, je dis, mais Arsène, tu rigoles ou quoi? Et puis gauche, je vais même pas monter dans le bus avec. Je vais pas jouer à gauche, tu veux me ridiculiser ou quoi? Moi, je reste à droite. Il dit, non, Luc, Amoros, il s'en va. Comme on a déjà le jeune Patrick Valéry, qui est déjà au club, on va pas aller acheter encore un arrière gauche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas travailler ton pied gauche. Pendant un an, tu vas pas te servir. Hors de question. Tu vas pas te servir de ton pied droit, pas. Tu vas Ah te oui. servir quand tu laisses. Tu me demandes un challenge, toi. Il me dit, si, si. Donc là, c'est bon, tu vas continuer à droite, mais après, on va travailler tous les jours dans les petits jeux. Il faudra que tu joues qu'avec ton pied gauche, pas ton pied droit. Et c'est ce que j'ai fait pendant un an pour améliorer mon pied gauche aujourd'hui, qui est bien, bien, bien meilleur que mon pied droit. Et du Ah ouais, coup, carrément. ah oui, oui, vraiment. Du coup, il a pu mettre Papou Valéry à droite et moi à gauche. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé latéral gauche, même en équipe de France. Alors justement, l'équipe de France, c'est à la fin de la saison 86-87 que tu es appelé pour la première fois. Ouais, c'est Henri Michel, c'est post 86. C'est un peu l'époque du, marasme, post-coupe du monde 86. Beaucoup des historiques qui ont pris leur retraite. La fédération peut-être, en tout cas c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on en entendait de Maxime Baucis et peut-être d'Alain Giresse aussi, que la fédération a peut-être pas très bien anticipé le départ des historiques qui avaient fait vraiment les 3 campagnes, 2 ou les 3 campagnes, 78, 82, 86, et donc vous vous retrouvez un peu livré à vous-même, quoi. Il y a pas vraiment de taulier dans cette équipe. Ta première sélection est contre la Norvège. Au vu de ton parcours quand même extrêmement difficile, de tout ce que tu as dû endurer, est-ce que c'est une explosion émotionnelle? Et raconte-nous un petit peu ce qui te passe par la tête quand tu es appelé pour la première fois en équipe de France. Fierté, une fierté. Alors déjà, quand Henri Michel, il m'aimait beaucoup, Henri. Et à chaque fois que je le voyais, il me disait toujours, il me disait, ah, toi, tu es bon, tu devrais venir avec nous, tout ça, non, t'es pas venu à Nantes, tout ça, bon, bref. Et je savais que quand il a été sélectionneur, je savais que il allait me donner une chance. Déjà, j'avais joué avec lui en Olympique. J'avais joué un petit peu avec lui, 3 matchs en équipe olympique, mais bon, j'ai jamais été en espoir. J'ai fait des équipes de jeu, jamais été en équipe de France Espoir, donc honnêtement, je m'attendais pas vraiment à aller en équipe de France A. Je D'accord. m'y attendais, d'autant plus que je voyais les latéraux, c'était Baptisson qui n'avait pas encore arrêté, c'était Amoros, c'était Ayache, il y avait Bibar, il y avait quelques joueurs, quoi. Tu Donc, sors aussi. je me voyais pas du tout aller en équipe de France. Et je pense que Arsène a un rôle à jouer là-dedans encore, parce que il m'a toujours encouragé en ce sens. Il m'a beaucoup amélioré dans certains domaines pour accéder encore plus au niveau international. Et j'ai bien fait d'écouter. Et quand Henri Michel m'appelle, je suis très surpris, vraiment très, très, très surpris d'être appelé. Je flippe parce que je me dis, merde, depuis le temps qu'on attend ça, je vais être international, et tout ça. Et, mais d'un autre côté, Arsène Wenger me dit, de toute façon, Luc, écoute, Monaco, il n'y a que des internationaux. Donc, tu pourrais t'attendre, toi aussi, à être international, hein, parce que tu fais partie des très bons de cette équipe. Et voilà. Et je suis parti, l'esprit tranquille. L'esprit tranquille. J'avais de la concurrence avec Dimeco. Bon, je vais pas parler de concurrence avec Aya chez Amos, parce que pour moi, c'était du cador. Il n'y avait pas de Ouais. concurrent avec eux. Mais c'était avec Eric Dimeco, voilà, on était dans une lutte là-dessus. J'ai fait, je crois, 9 sélections. Ouais. Ouais, je suis heureux, hein, tu sais. Ce qui est important, c'est déjà de se dire, tu as été international.
Parce que j'entends souvent ancien international. Non, tu es international. Et ça, c'est une fierté. Quand tu termines une carrière et que tu as fait les Coupes d'Europe, tu as joué la Coupe des Champions, tu as joué l'équipe de France, tu es content. Ah, c'est le top, c'est le top. Ouais. Tu as réussi, surtout dans l'enfer où je suis rentré quand je suis arrivé, de la manière dont les choses se sont passées, de la manière dont ma carrière s'est construite. Voilà, aujourd'hui, moi, je suis ravi, ravi. Il y en a tellement qui vont te dire, ah ouais, j'ai fait au moins une sélection en équipe de France, j'étais international. Non, 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 je suis content. Alors, d'autres me disent le contraire, me disent, ah ouais, mais avec la carrière, le joueur que tu étais, tu aurais pu avoir plus de sélections, t'as pas fait de Coupe du Monde, t'as pas fait de championnat d'Europe. Non, parce que à l'époque où j'y étais, c'était l'équipe des losers, en fait. Regardez, Waouh! on se qualifiait nulle part. Ouais, non, c'est dur, mais c'est ça, hein. Tu tombes t'as le malheur de tomber à une époque, très, très compliquée quand même. C'est ça. Tu te dis, au moins, t'en as fait 9. Vu la conjoncture, c'est déjà pas mal, tu vois. Et comment tu juges ta prestation individuelle dans ces matchs? Parce qu'il y a effectivement, comme dit Michel, une prestation collective qui est un peu dure. Mais toi, dans ces matchs, comment tu juges ta performance? Moyen, moyen, parce que j'ose pas du tout jouer comme je jouais à Monaco. J'ose pas monter. J'avais des grandes enjambées. Je partais comme ça avec le ballon. Défensivement, j'étais très bon. J'étais à Monaco, tout, mais arrivé en équipe de France, non, pas bien. Mais alors, est-ce que c'est ta faute ou c'est la faute du sélectionneur qui a peut-être pas instillé, de confiance? Non, il m'a toujours fait confiance. Michel, c'est quelqu'un avec qui j'avais des très, très bonnes relations. Il m'a toujours aidé. Non, c'est tout, c'est moi, parce que je me diminue, en fait. Je pensais toujours que j'étais inférieur à ceux qui étaient autour de moi. C'est le syndrome de Et l'imposteur, quoi. ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et je prenais trop à cœur ce qui se disait autour. Moi, j'étais taillé, j'étais critiqué sans cesse. Dès qu'à peine mon nom appelé en équipe de France, je- les critiques tombaient sur moi, que presque j'avais envie qu'on m'appelle plus, quoi. Alors, Tu vois? raconte-moi un petit peu ça. Je sais qu'il y a une période, quand j'ai fait mes recherches, où tu es hué sur les terrains de France, où tu es critiqué quand tu es appelé en équipe de France, alors que tu joues à Monaco, donc c'est quand même une équipe, qui joue de manière magnifique, hein, je veux dire, tout le monde parle du Wenger, de l'Arsenal de Wenger, mais Monaco, c'était pas complètement éloigné avec des joueurs bien sûr différents, mais bon, c'était quand même, Bon, c'était un peu différent parce que honnêtement, la force de Wenger, c'était quand même une assise défensive ultra rigueuse et une assise offensive, au contraire, un peu, samba et c'était ouais, mais c'était pas je veux dire, la patte de Solskjaer, hein. Monaco était pas connu comme une équipe de bourrin, c'est ça que je veux dire. Donc, Bah, à l'arrière, honnêtement, je suis pas d'accord, hein, Michel. À non, non, tu l'arrière, une équipe non, non, une arrière qui était l'arrière était dur, hein, évidemment, tu avais des Claude Puel, On n'était pas des bourrins non plus, hein. non, c'est non, pas des exactement ce que bourrins, je mais dis. dur. Ouais, C'est ce mais que je bourrin, dis, c'était pas du tout des bourrins. Je veux dire, tu peux pas faire une équipe avec 5 bourrins et puis une belle attaque. Je veux dire, c'est l'équipe est coupée en 2. bah, c'était un peu moi, je trouve que c'est une équipe qui était pas coupée en 2, mais qui avait une double, mais comme Marseille, hein, quand tu vois Carlos Moser, Basile Boli, bon, bah, Ouais, tu mais sais très bien que derrière tu es fort. Eric Sauf que Dimeco. Moser était ouais et donc là, ce que j'ai envie de dire, c'est que Moser était célébré comme étant, requin dans James Bond, le mec, hyper dur et cetera, mais genre on le respecte et bizarrement, Luc Sonor ou William Prunier aussi, qui a eu sa période, se faisaient huer alors que s'ils avaient joué en Angleterre, ça aurait été des méga stars, célébrés et cetera. Incroyable, c'est qu'on m'a donné cette étiquette, on me critiquait parce que je sais pas pourquoi ma gueule ne passait pas, mais moi, j'étais pas, j'ai jamais cassé la jambe de quiconque, j'ai jamais, voilà, quoi. Même si tout à l'heure, je vous ai rapporté l'épisode de football, mais c'est la seule fois où véritablement j'ai eu à vivre ça, mais j'étais pas un tueur, un tueur fou, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je pense ouais. que juste mon style ne passait pas en équipe de France, c'est tout. Parce il y avait des garçons bon, qui étaient un petit peu des préférés, quoi, qui jouaient dans les clubs, peut-être plus, avec plus de renommée que les nôtres, ou je sais pas. Je pense que c'est dû à ça. C'est pour ça qu'à la Ouais, je limite, pense que je suis d'accord avec toi, Luc, c'est lié à ça, c'est lié, à une période hyper dure en équipe de France où il fallait trouver des boucs émissaires et les boucs émissaires que tu trouves sont souvent dans les clubs, ils sont pas les clubs, populaires dans le sens avec un grand
soutien populaire comme l'étaient Marseille et Paris. Et donc, nécessairement, tu tapes sur Monaco, sur Nantes, sur Saint-Étienne, mais tu tapes pas sur les Marseillais ou les Parisiens. Et moi, Non, mais regarde un joueur comme Basile Boli. Tu vas pas me dire qu'il était plus technique que toi? non, mais Ben non, c'est pas lié. non, mais je me sens peut-être pas inférieur à tous ces mecs-là, hein. Ni Ouais. Djiméco, ni Boli, ni ces gars-là, hein. C'est juste que bon, il y a peut-être qui passait mieux que l'autre, et puis voilà. Mais bon, encore une fois, je te dis, moi, je préfère rester sur le fait que je suis heureux d'avoir été international, Mmh. d'avoir porté le maillot de mon pays. Ça, je crois que c'est le rêve de tout autre. On va sur les si, tu n'y arrives pas, tu vois. Donc, j'essaye Mmh. de me mettre en tête que voilà, j'ai fait une belle carrière. Quand je vois le début et que je vois l'arrivée, je me dis, ouais, ouf, merci. J'ai fait une bonne carrière. Je suis satisfait, je suis heureux de ce que j'ai pu faire. Ma famille l'est aussi. Donc, voilà. Moi, je Et suis alors, optimiste. et est-ce que ton papa vient pour ta première sélection? Ta famille est là, pour ta première sélection? Non. Non, non, mes parents ne voulaient même pas regarder. C'est vrai, ils étaient stressés? Ils étaient plus stressés que moi. C'était terrible. Il y a deux de mes frères qui sont venus et la fédération a été géniale parce que comme c'était mon première sélection, ils leur ont permis de venir en bas au Parc des Princes, ils leur ont permis de venir sur le terrain pour me remettre je sais plus, un diplôme, je sais plus quoi. Enfin voilà, ça a été un bon moment, ça a été un moment incroyable, ça a été un moment fantastique. Tu vois, ben voilà, c'est ça qui fait que tu peux pas être déçu de te dire oui, j'ai pas eu assez de sélection. Mais Ouais. quand tu vois la tête de tes parents, la tête de ta famille, il t'appelle et il dit ouais, t'es pris en équipe de France, ouais, t'es pris Mmh. en équipe de France. Ça seulement, ça suffit à ton bonheur, quoi. C'est pour moi de dire ça, puisque j'ai rien gagné avec l'équipe de France. Mais je Bah, suis obligé de me peu de gens de ta génération ont gagné quelque chose en équipe de France au final, hein. Enfin même déjà, personne à part Manu Petit, mais lui il débute un peu quand toi tu es bien installé, donc c'est un peu le avant ouais, 98, il y a rien, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, Donc en tombant sur les archives, je vois que il y a beaucoup d'articles où tu t'es pris le chou avec Platini, sans vraiment détailler ce qui s'est passé. Mais c'était une de mes questions aussi, c'est qu'il y a vraiment, quand Platini arrive sélectionneur, finalement, c'est un peu la fin de Enfin, il ton y a une arrivée. cassure en tout cas. Apparemment, tu as une discussion un petit peu animée avec lui et j'ai pas mhm. pu trouver exactement ce qui s'était passé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Oui, c'est vrai, je crois que j'ai perdu l'occasion de fermer ma bouche, quoi. Parce D'accord. que j'arrive en équipe de France, il y avait des joueurs, il y avait qui de mon côté, il y avait Dimeco, il y avait trois, quatre joueurs. Enfin bref, Michel, à chaque fois, il est venu un jour me voir jouer il est venu un jour à Monaco et dans un match de Coupe d'Europe, je crois. Et Arsène Wenger Luc, Platini, il est dans la tribune ce soir, comme il vient de prendre la sélection, je crois que t'as un coup à jouer. Je dis, ok, pas de souci. De toute façon, je joue mon match comme je joue d'habitude. Ouais. Moi, ça lui plaît pas, je peux pas faire. Je peux rien faire. Il me dit non, mais je pense qu'il va te prendre tout ça. Et il vient, on fait ce match-là, c'était en Coupe d'Europe, 2-0, comme ça. Et j'avais été plutôt bon. J'avais été plutôt bon. Il est venu dans le vestiaire à la fin, Michel, il serre la main, et il y avait José Touré aussi qui était là. Il y avait José, il y avait qui? Il y avait Marcel, Dib. Et il nous dit à tous les trois, il dit, bon les gars, à bientôt, hein. Donc on en conclut, en tout cas moi j'en conclus que ça y est, Ouais, logique. Ouais. enfin, voilà. Et la sélection arrive. Dans la semaine, ils envoient les convocations à Monaco. Et dans la convocation, il y a Marcel Dib qui est pris avec les A. Et on voit José Touré et moi que nous, on part avec les Olympiques. Enfin, l'équipe Équipé, ouais. pour un match sert. Au lieu d'aller en Irlande pour jouer contre l'Irlande. Et là, j'ai dit non. Nous, donc, qu'est-ce qu'on fait? On a une discussion avec lui. Et moi, je lui dis, bah, c'est pas la peine. Bah, j'y vais pas. Tu viens juste là, tu nous dis bravo et tout. Et à l'arrivée, tu nous mets avec l'équipe B. Voilà. Donc, ça m'a pas plu. Ça m'a vexé, en fait. Ça m'a vexé. Ça a vexé aussi José, qui a refusé d'y aller. Et on jouait, le match était à Auxerre. Je me rappellerai toujours.
C'est choquant, si tu veux. Là, il vient, tu crois que c'est le sélectionneur de A. Toi, tu crois, tu te dis à bientôt, tu te dis, bon, c'est bon. Ouais. À bientôt, mais Merde. pas à Dublin, quoi. À bientôt à Auxerre. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je fais, moi, avec ma grande bouche? Il y a un journaliste de l'équipe qui vient me voir et il me dit, mais comment vous n'êtes pas en équipe de France? Et voilà, je parle mal, quoi. Je dis que je n'apprécie pas, enfin bref, c'est que me dit les arguments de Michel Platini ne me plaisent pas. Moi, j'ai une galère avec Léa, tout ça et tout. Et je pense que ce jour-là, je me suis tué tout seul. Mmh. Ouais. Et il m'a plus appelé, il m'a plus jamais appelé, d'ailleurs. À une période où tu es tout aussi bon, dans les années 90, 91, 92. C'est là que vous faites la finale de la Coupe des coupes, c'est là que vous êtes champion en 88. J'étais au top. Ouais, Mmh. je crois que tu es, classement meilleur, je crois que tu es 1er au classement des étoiles en France Football. Et là, à l'arrivée, tu vois que tu n'y es pas. Donc, à ce Ouais. moment-là, tu comprends. Ok, j'ai compris, c'est bon. Mmh. Et il essaye de m'appeler, machin. Bon, depuis, on se parle, hein, y a pas de souci, hein. Mais ça, je lui ai toujours dit, j'ai pas compris ce que tu m'as fait. Mais c'était Et quoi sa son réponse? argument? C'est quoi sa réponse maintenant, surtout? Ben, que Dimeco était meilleur que moi, c'est tout. C'est le seul argument que j'ai eu. J'en suis pas convaincu, mais en tout cas, c'était le seul argument que j'avais. En tout cas, c'est pas du tout le même profil, donc en règle générale, tu Ouais, essaies c'est quand même ça, d'avoir ouais, un ouais, profil, pareil. un peu plus large que seulement Dimeco, quoi. Ah, c'est comme ça, c'est le passé, c'est la vie. Puisqu'on parle de Dimeco, pour changer un peu de braquet et pour fermer ce chapitre de l'équipe de France, tu fais partie d'une équipe de Monaco qui se fait un peu, je dirais, avoir par, l'affaire OM Valenciennes. On a eu pas mal d'anciens monégasques, qui nous ont un peu raconté, alors certains qui étaient suspicieux, d'autres qui l'étaient moins, qui nous ont un peu raconté cette, réunion, avec Wenger, qui vous montre des images de matchs Monaco-Marseille ou en disant: «Vous trouvez pas qu'il y a un truc, il y a pas quelques joueurs qui déconnent un petit peu, qui sont, moins performants que d'autres et qui à chaque fois se trouent contre Marseille?» Est-ce que toi, tu fais partie de ce petit conciliabule, avec Arsène pour, identifier les taupes? Non, Arsène, c'est quelqu'un d'intelligent, il aurait jamais réagi comme ça. La manière dont tu le dis là, non, Arsène, c'est quelqu'un de trop intelligent pour apporter ça comme ça. C'est juste qu'un jour, il est venu, il nous a dit, les gars, il y aura peut-être des suspicions sur vous, ne soyez pas étonnés. Et voilà, c'est tout. Il a pas été plus loin que ça. D'accord. Et moi, je pas de dire que c'est un truc dont j'aime pas parler parce que moi, je vis pas avec le passé, en fait. Ouais, Euh, ouais, j'ai remarqué, ouais. et voilà, ça n'apportera rien, ça changera rien. Si on n'a pas de preuves, si on n'a rien à dire, si on n'a rien à apporter par rapport à ça, pour moi, c'est une perte de temps, hein, en gros, de parler de ça. Donc maintenant, mes D'accord. potes, euh, honnêtement, je j'ai jamais entendu Arsène, la seule chose qu'il nous a dit, il nous a dit, les gars, voilà, c'est un jour, il a dit, oui, les gars, il y a des suspicions, basta. Et je te jure, c'est pas aller plus loin parce que déjà, ça a commencé à agacer la famille Boissière. Ce sont pas des gens qui aiment les histoires, qui aiment ce genre de choses. Donc, ça s'est vite calmé. Ouais, Et, et voilà, quoi. Et nous, c'est clair que pendant longtemps, on nous parlait tout le temps de ça. Dès ouais. qu'on allait jouer contre l'OM, tu vois. Mais si tu commences à t'ancrer ça dans la tête alors que tu vas jouer un match, tu vas jouer un truc, le problème, c'est que tu vas jamais t'en sortir. Et là, on a fini de jouer, tu vois, on en parle encore. Moi, en tout cas, personnellement, c'est un peu comme une histoire d'amour déçu avec Marseille. C'est-à-dire qu'on a été tellement amoureux de cette équipe qui était, vraiment, sur le papier extraordinaire, que quand l'affaire a explosé et alors tu dis: «Il y a pas de preuves». Peut-être effectivement pour les matchs, Marseille-Monaco, il y a pas eu de preuves, tangibles, mais en tout cas pour, OM Valenciennes, il y a eu des procès-verbaux et cetera. Mais c'est marrant de voir les différentes opinions entre toi, qui a l'air assez relax, assez, débonnaire en tout cas sur cette truc, et on a eu, tonton, Jean-Luc Ettori sur le programme. Ah Lui, ouais, tonton. Hyper vénère, hyper vénère, lui hyper lui, vénère. il est encore vénère parce que lui, il a l'impression d'abord, il y a le Est-ce que ça sert à quoi de s'énerver aujourd'hui? non, Ça va t'apporter. Tu vois ce que non, je je suis veux dire? d'accord. Ouais, bien sûr. On a atteint un âge où malgré tout, voilà quoi, c'est bon. On va faire quoi? On va leur enlever le titre? Ils l'ont gagné, tant mieux pour eux, hein.
Bah, je sais alors effectivement, c'est marrant, toi, tu es plutôt, l'eau a coulé sous les ponts et pas de regrets, je me retourne pas derrière moi, ce qui est admirable comme, attitude. Mais c'est vrai que d'autres joueurs dont, Ettore, ils disent, «On s'est fait quand même voler 2 titres» et il y a ce sentiment de trahison surtout vis-à-vis de coéquipiers avec lesquels tu t'entraînes tous les jours et je sais qu'il y en avait un ou 2, en tout cas 2 apparemment qui avaient été, ciblés. Je pense que Guillaume et moi, on a parlé avec suffisamment de monde pour savoir qui ils sont, mais Mmh. quand même ce petit sentiment de trahison et toi, je vois que tu as cette, grandeur, en tout cas, d'avoir réussi à passer au-delà de ça, peut-être de pardonner ceux qui ont été, parce que j'imagine que vous devez savoir quand même entre vous qui c'est qui a un peu, trempé là-dedans et qui vous a quand même privé de d'1 ou 2 titres, ouais. Mais c'est marrant de voir que toi, tu aies réussi à passer au-delà. Non, mais je vais te dire, on a vécu de tellement belles choses que je préfère m'arrêter sur ça. D'accord, Bon, on a essayé plus d'une fois de me questionner, de me demander avec ça, tout ça. Jamais, jamais, jamais vous m'entendrez réagir par rapport à ça ou dire oui, on a été volé, machin. Non, jamais, jamais. Je préfère retenir toutes les belles choses qu'on a fait. Alors, à la limite, presque malgré tout ce que l'on peut dire, ouais. on a vécu tellement de beaux moments que voilà, je reste là-dessus et je vais profiter de ces moments-là tranquillement, tu vois. Mmh. Pas Non, bah, c'est je pense une attitude qui est très saine, essaye toute notre vie, tu vois. bien sûr. Et est-ce que tu avais toujours cette attitude ou est-ce que c'est, suite à cet accident très grave que tu as en 2011, est-ce que ça t'a fait un petit peu réévaluer tout ce genre de choses? L'accident m'a fait très mal et m'a fait relativiser sur beaucoup de choses. Ouais, Vraiment. Quand tu vois la mort de près, tu vois plus la vie de la même manière non plus. Hein. Faut pas faire tu vois bien, hein, mais effectivement, je le remercie parce que le Seigneur en disant ah, au moins tu m'as laissé faire une carrière. Parce qu'après on m'a dit tu feras plus jamais de sport. Donc j'ai dit au moins tu m'as laissé faire une carrière et je m'arrête là-dessus et je m'en contente, tu vois. Et c'est vrai que tout ce qui est histoire et tout ça à côté aujourd'hui, non, j'essaye de relativiser sincèrement. non, je comprends, non, c'est fort et surtout tu disais aussi que malgré tous les différends que tu avais pu voir avec Platini, lui il a utilisé vas-y, je te laisse, Non, mais je l'ai revu deux, trois fois, hein, Michel, déjà. Hein. ouais, Une fois, il me regarde avec son petit clin d'œil en me disant putain, tu crois que tu m'en veux toujours, toi? J'ai dit non, Michel, non, c'est fini. mmh, ouais. Le seul fait qu'il me dise tu m'en veux, c'est que il reconnaît quand même que, Il y a quelque chose. que- Il y a une raison peut-être. Il peut y avoir une raison pour lequel tu l'en veuilles. ouais, mais bon. Non, c'est un mec que je respecte. Voilà, les grands joueurs comme ça, il y a toujours le respect pour ces gens-là, quoi qu'il arrive, quoi. Hein, c'est comme ça. Puis quand tu es sélectionneur, voilà, il y en a que tu vas prendre, tout le monde sera content, après tu auras des mécontents, toi, oh là là, ça, malheureusement, si tout le monde, tous les gens qu'il a pas appelé devaient lui en vouloir, le pauvre, je sais pas comment il ferait, hein, Ouais, c'est sûr. tu vois. Mais alors juste pour lui rendre hommage, parce que bon, nous on l'adore, mais ce que tu dis pas de manière assez pudique, c'est qu'il t'a quand même mis en relation avec 2 très grands chirurgiens dès qu'il a appris ton accident. Michel Platini, pour moi, c'est à vie, je lui serai reconnaissant à vie parce que quand j'ai eu l'accident, c'est lui qui appelle le professeur Lemaire qui était à la montagne, donc il lui dit, écoute, il faut que tu viennes vite, tu dois redescendre parce qu'il y a un sonore qui a fait un accident très grave. Il a la petite salpêtrière, il faut que tu viennes nous opérer. Et ce grand monsieur, il prend l'hélico et il arrive à la salpêtrière pour m'opérer avec un autre monsieur que j'aime beaucoup qui est aujourd'hui à Rennes, qui s'appelle Éric Roland. Éric Roland, ils m'ont sauvé véritablement, quoi. C'est stratégique, je l'étais, hein. Et ces messieurs-là, voilà, toute ma vie aussi, je leur avoue. Et Michel Platini est celui qui a eu l'idée d'appeler ça vraiment un peu. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Toutes les sélections qui m'a pas pris, tous les matchs qui m'a pas pris, mais tu oublies tout ça, c'est fini ça. Ouais, Les choses que tu vois, c'est que ce grand monsieur, il a eu la classe de tout de suite réagir et d'appeler le professeur là-bas, sans même savoir toutes les blessures que j'avais. Le seul fait qu'on lui ait dit que je peux être tétraplégique, il a appelé ce professeur
Et puis, voilà, et je lui ai dit 1000 fois déjà merci à Michel, chaque fois que je le vois. Il en a marre d'ailleurs. Mais voilà, je préfère parler comme ça des footballeurs que d'une sélection pas au nom tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et ça, ces côtés-là, là, il faut en parler aussi. C'est très important. D'accord. On a pris déjà, beaucoup de ton temps. Beaucoup de temps, hein, les gars. On va arriver à la dernière partie qui sont les questions mitraillettes, Mhm, où là, tu dois répondre, à l'instinct. Ouais, c'est d'accord. plutôt mon truc, moi, à l'instinct, sans Ouais, réfléchir. c'est la valeur ajoutée de Guillaume, ça. C'est là où c'est un peu la star. Quel est ton club de cœur? Metz. Ouais, c'est Metz. Le Metz. Qui était le plus gros fumeur dans le vestiaire de Monaco? Oui. Et toi, oui, d'accord, parce que toi, tu fumais pas mal aussi, hein. Il y a quelques belles photos de toi, sur internet avec une petite, Oui, je suis meilleur à Quelle est la plus grosse fête à laquelle tu as participé? l'époque. Je crois que c'est quand je gagne la Coupe de France avec Monaco et qu'on était parti au Lido, là, et tous les joueurs, Georges Weah, moi, Fofana, tout ça, on était montés sur la scène, on chantait, dansait avec la princesse et tout. Et c'était magnifique. ah, Énorme. j'imagine. À l'époque, il y avait pas de portable, hein. C'est dommage parce qu'il Ah, y aurait eu sûrement quelques belles vidéos. Quel était ton secret pour ne pas prendre de carton rouge? Parce que je crois que tu n'as pas de carton rouge en carrière. c'est beau, ça, hein? Ouais, Tout le monde qui me traite de méchant, là. J'ai pas le rouge, hein? ouais. Non, c'était la parole, moi. Je parlais discrètement à l'oreille de mon adversaire et puis je savais où taper et à quel moment taper pour. D'accord, la discrétion. C'était les frappes La chirurgicales. discrétion et la finesse dans l'attaque. Ouais, Voilà. Le ninja de la défense. Je les énervais. et c'était Quel quoi est ton secret pour les faire dégoupiller justement? Alors, quand je démarrais mes matchs, la première chose que je faisais, c'est que j'allais mettre un petit coup dans le tendon, D'accord, derrière au niveau du talon. toujours Juste pour dire, pour dire bonjour. C'était voilà, ta façon de serrer la main, avant le début du match, ouais. est-ce que tu avais un acte de superstition? ouais. Je gardais un petit nounours de mes enfants. Voilà, que je Sympa, gardais avec moi. d'accord, sympa. Quel était l'attaquant qui te faisait, le plus la misère? David Ginola, indiscutable. Le deuxième qui nous dit ça, ouais. Ouais, parce qu'en plus, c'est un mec qui avait pas peur. Donc, lui, tu Mmh. pouvais lui mettre où tu veux, il revenait, il revenait, il revenait, il ne lâchait pas. Quel est le club pour lequel tu aurais bien aimé signer? Étranger et français, Comme tu veux. Real Madrid. J'aurais rêvé d'être dans un club comme ça. Et quand tu étais à Monaco et que tu cartonnes justement, tu as des clubs, des gros, enfin c'était déjà un gros club Monaco, mais tu as d'autres clubs qui essayent de te, parce que tu es resté quoi? 9 ans à Monaco, hein? Oui. Ouais. Il y a la Roma qui a cherché à tout prix à m'avoir pendant 3 ans. Sans arrêt, le président, il m'appelait, il me disait, Luc, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la Roma qui veut te prendre. Oui, j'ai jamais voulu partir. Tu étais fidèle à tes clubs, hein? Finalement, seulement 2 clubs en carrière, c'est remarquable. Enfin 2 clubs, enfin tu jouais un peu en Écosse aussi, mais Mais on était nombreux à jouer comme ça, on était tous ensemble. Donc, on voulait pas se quitter, en fait. Donc, on était ouais, une bonne bande de copains. Je suis tombé sur des bonnes bandes de copains. Donc, à l'arrivée, pourquoi partir? J'étais satisfait de ce que je gagnais. Voilà, j'avais pas besoin de plus. ouais. Quel est le club que tu détestais affronter? Le club que je détestais affronter, étranger et français ou uniquement Comme tu français? veux, comme tu veux. Galatasaray. Ah ouais, Alliance. Ouais, le public était chaud, ouais. ouais, ça, c'est chaud. Ok. Quelle est la plus grosse bagarre à laquelle tu aies assisté ou participé? Alors, c'était une fois dans le tunnel de Marseille. D'accord, pas de grosse Arsène, surprise, ouais. avec, Arsène, il avait eu un problème avec Bernard Tapie. Enfin, il s'était pris la tête, quoi. Et là, c'est parti. Même Arsène, j'ai pas compris. C'est parti en brioche, comme on dit. Et ben, ça s'est tapé un petit peu tout le monde dans le tunnel, quoi.
Je ne savais même pas qui tapait qui. Hein. Et c'est à l'époque où il n'y avait pas de caméra dans les tunnels, je pense. Et non, D'accord. Est-ce que, avec l'argent que tu as gagné, tu as fait un achat, un peu foufou? un achat un peu foufou? Non, 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 j'ai pas eu de. Non. Ah, bien sûr, j'ai acheté ma maison, j'ai acheté une voiture. C'était quoi ta première voiture? Ma première voiture, c'était une Golf D'accord. GTI. Voilà. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné dans le foot? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est Monsieur Molinari, président de Metz. Quand je touche mon argent, ma prime de signature à Monaco, au moment de la vente, elle me dit, écoute, Luc, achète immédiatement de l'immobilier. Chose que j'ai fait. J'ai acheté des appartements à Saint-Martin. Je voyais D'accord. l'argent que j'ai touché. Ouais. Ça, c'était un super. Quel est ton meilleur pote dans le monde du foot? J'en ai beaucoup, hein. D'accord. Mais ma cible, c'est. Il y a Marcel Dib, il y a. Oh là là. El Manu Petit. Diablo. Manu Petit, il y a Christian Carambeu. Ça, c'est mes grands potos, ça. Manuel Amara Simba, voilà. 2 invités qu'on a déjà eus sur le podcast, hein, Manu Petit, et Marcel Dib qu'on vient d'avoir, El Diablo. C'était aussi des sacrés souvenirs qu'il nous a racontés, sacré personnage. Oh, c'est une- Ouais, ça c'est sûr. Est-ce que tu as eu un match cauchemar, un match dont tu te rappelles encore et qui te donne encore des sueurs froides des années plus tard? Bah oui, hein. La finale de la Coupe d'Europe, hein. D'accord. Oui, c'était un vrai match cauchemar parce que tu as l'impression que tu étais meilleur, tu as l'impression que tu dominais, à l'arrivée, tu perds. Et en plus, on était dans un état pas bien pour ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'événement de Ariel. Est-ce que tu as un match référence positif? Je pense que c'est en Coupe d'Europe aussi, match retour à Rome, la Roma contre nous, contre Monaco. Ouais, j'avais été très bon. Ce Ça explique match-là, là, pourquoi ils voulaient t'avoir après, hein. ça explique pourquoi ils voulaient me prendre. Ton plus gros regret? Alors, mon plus gros regret, je dirais, c'est d'avoir refusé d'aller jouer à Toulouse, alors que j'étais en fin de contrat à Monaco et ils me proposaient un très beau contrat et j'ai refusé d'y aller. Je sais Ah pas OK. pourquoi. C'était Santini à l'époque, Ouais, c'était l'entraîneur? Santini qui était. Ah ouais, ils avaient une belle équipe en plus, hein. Ouais. Et j'ai refusé, j'ai préféré partir. C'est comme ça. D'accord. Quelle était la plus grosse surprise que tu as eue quand tu es allé jouer en Écosse? Qu'est-ce qui était le plus surprenant? Euh, Déjà que le coach, qu'il est pratiquement mon âge, Ouais. Ouais. pour vrai. Et puis, la grosse surprise, c'est les entraînements. La manière dont ils s'entraînaient, mon Dieu, je me souviens, je suis arrivé là-bas, j'ai dit au mec, oh, j'ai le même âge que toi, va doucement, mais je travaillais physiquement autant que tous les autres. Mmh. Donc ça m'a vraiment surpris et d'ailleurs, j'ai fait qu'un an parce que je savais que je pouvais pas tenir. Et j'imagine niveau diététique, l'Écosse après, 9 années de Wenger, ça doit être différent quand même? Rien à foutre là-bas. À table, c'est dégueulasse. D'accord, alors on va bientôt terminer. Alors tu as eu cette histoire où tu as eu des petits accrochages avec Jean-Michel Larquet. Est-ce que c'est vrai que tu l'as appelé lors de sa retraite pour lui dire: «Écoute, Jean-Michel, bonne Ouais, retraite»? ouais, ouais, parce que j'ai un fils. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, Jean-Michel, et lui, il raccrochait chaque fois que j'appelais. Je dis, non, Jean-Michel, moi, je cherche pas la guerre. Je t'appelle juste pour te dire que voilà, je sais que tu vas partir à la retraite. Bravo pour tout ce que tu as fait. Je voulais juste qu'on mette un terme à tout ce qu'on a connu, à tout ce qu'on a vécu, parce que j'ai un fils. Toi, tu as certainement des enfants aussi. Je veux pas qu'ils grandissent dans la haine. Donc voilà, je voudrais te dire que voilà, je veux plus qu'on soit en guerre et qu'on va dans cette terre où on a vécu et voilà. Et il a très très bien apprécié. J'ai même su après par Jean-Claude Darmon, l'arme, il a dit.
fait, et ça l'a beaucoup touché. C'était pas l'intention, c'est juste que je voulais être bien aussi dans ma peau, que mon fils grandisse correctement sans avoir la haine. Et ça a été aujourd'hui, voilà quoi. On se dit bonjour, bonsoir, cordialement, voilà. Je pense que c'est comme ça que les choses doivent se régler à chaque fois. C'est beau. Est-ce qu'il t'a payé quand même les 2500 et 1 euro qui te devait? Non, je voulais pas de son argent, en fait. Je voulais pas de ça. On a toujours dit dès le départ, c'est pas l'argent qu'on allait chercher. Non, même pas. Non, 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 non. On n'a pas accepté, on n'a rien. Classe, classe, grande classe. Quel est l'héritage que tu laisses au football? L'héritage que je laisse au football. Waouh. Euh, Ma fidélité dans les clubs. Mmh. Ouais, c'est deux gros clubs, sur lesquels tu as passé quand même de très nombreuses saisons. Que tu as quand même marqué sur des périodes qui sont, comme tu disais sur Metz, qui sont quand même une période héroïque pour Metz, cette période où tu y étais, et Monaco, c'est aussi une période héroïque honnêtement quand tu es à Bah, Monaco, c'est pas c'est les 2 âges d'or, hein. ouais. Dernière question en fait, j'ai vu aussi que tu lisais beaucoup, donc si tu devais être un personnage de roman, lequel serais-tu? Là, tu me causes une. C'est la première fois qu'on pose la question, hein, donc c'est une question inédite. C'est une question élite, La spéciale hein. Luxonor. Ouais, c'est une question élite, hein. Je vais dire Alain Patin. D'accord. Alors, vous ne connaissez pas. C'était un Bah, écrivain. tu vois que Michel essaye de Wikipédia là. Je l'ai vu tout de suite, il a allumé Et son écran, il va à Wikipédia, ça exactement. je te le dis tout de suite. C'est quelqu'un qui parle de la. C'est surtout de la religion, en fait. Il parle de la conduite. Ça s'appelle Jésus, conduite accompagnée, le dernier que je lis là. Et ça te montre un petit peu tout ce qu'il ressent. Enfin, bref, c'est très intéressant. Mais bon, il faut être croyant, il faut être. Voilà. C'est le D'accord. dernier, tu m'as demandé le dernier que j'ai lu, Ouais, hein, bien donc sûr. je te l'ai. Non, non, je disais si tu devais être toi un personnage de roman. Je devais être moi un personnage de roman, forcément un rôle de sage, hein. Un beau gosse, Le un prophète beau de gosse et un quel sage. livre? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas quoi. D'accord. D'accord, ouais, c'est une question qui est difficile. Merci beaucoup. Si tu as des critiques, hein, sachant qu'on est deux amateurs, si tu as des Voilà. critiques, on les accueille avec Non, non, pour moi, tout est parfait. Si j'en ai, je te rappellerai, je te dirai. d'accord, Mais c'est gentil. ça C'est va très bien. gentil. C'est un très bon moment là. Merci, Merci Luc. En merci, tout cas, c'est super Luc, je suis vraiment content. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait coché sur notre liste, donc c'est vraiment on est très, très content de t'avoir eu. merci beaucoup Luc. Allez, bonne soirée en tout cas. Bye bye. Merci Luc. À très bientôt. Au revoir. C'est la fin de cet épisode avec Luxonor. On espère que ce cycle vous a plu. Merci à Shahan Petrosian qui, une fois de plus, nous a donné accès à ces merveilleuses archives qui nous ont permis de bien préparer cet entretien. Merci Shahan, ton amitié nous touche énormément. Comme toutes les semaines, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour continuer à discuter des épisodes. On est évidemment sur Facebook où vous pourrez trouver plusieurs dizaines, milliers d'auditeurs avec lesquels vous pourrez discuter de tout et de rien, et surtout des épisodes et des grands moments du foot français. Nous sommes aussi sur Instagram, sur YouTube et un petit peu sur Twitter. Tous nos épisodes sont disponibles sur notre site web www.lepodcastdeslégendes. S'il vous plaît, parlez du podcast des légendes autour de vous. Une petite évaluation sur les plateformes de podcast, c'est chouette, mais ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Si notre podcast vous plaît, eh bien s'il vous plaît, parlez-en autour de vous et que ceux qui l'aiment autour de vous en parlent aussi autour d'eux. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des légendes.